Oui, donc la question est vaste, mais le commerce inéquitable, aujourd'hui, c'est celui qui met en concurrence des artisans ou des producteurs paysans qui travaillent à la main, comme les femmes qu'on a vues en train de repiquer le riz tout à l'heure, en concurrence avec une industrie ou une agro-industrie ou une agriculture très hautement motorisée et mécanisée. Sachez que quand vous avez 2 sacs de riz qui s'échangent sur le marché international à peu près au même prix, vous avez 200 fois plus de travail agricole dans un sac de riz de la personne qui a repiqué son riz à la main qu'un sac de riz qui viendrait de Camargue, de Caroline du Sud, où on a utilisé les tracteurs, les semoirs, les moissonneuses-batteuses. Et pour avoir accès à quelques produits de première nécessité, voilà des gens qui travaillent à la main, qui sont contraints de vendre à peu près au même prix, et donc qui sont contraints d'accepter une rémunération du travail qui est de l'ordre de 200 fois moindre que celle du concurrent, c'est-à-dire celle de ceux qui ont produit les sacs qui sont juste à côté parfois. Alors je crois que ça, c'est le commerce inéquitable. Certains vous diront que ceux qui précisément ne sont pas compétitifs pour produire du riz, du sorgho, du mil, doivent acheter du pain, doivent acheter des brisures de riz venant d'ailleurs et se spécialiser selon les avantages comparatifs, faire du café, faire du cacao, faire des cultures d'exportation. C'est souvent ce qui leur est recommandé, en tout cas c'est ce qui fut longtemps recommandé par des institutions dont j'ai compris que certaines ne sont pas encore totalement altermondialistes. Mais disons que ça a quand même été, au moment du consensus de Washington, une idée très forte qu'il fallait mieux renoncer à vouloir produire chez soi ce pourquoi on n'était pas compétitif et l'acheter chez ceux qui sont les plus compétitifs, et donc se spécialiser dans les pays tropicaux vers des produits tropicaux et renoncer peut-être à satisfaire la souveraineté alimentaire. Alors, vous avez vu au moment des émeutes de la faim, 2007-2008, que ça s'est avéré un peu erroné. Ce sont précisément des pays comme le Cameroun, café, cacao, qui ont le plus mal vécu la hausse des prix de 2007-2008 sur les produits alimentaires. Et on voit bien qu'avec l'argent du café et du cacao, on n'avait pas la rémunération pour acheter une alimentation qui pourtant existe sur le marché mondial. Mais cette alimentation, vous n'êtes pas sans savoir, elle est achetée par des riches qui gaspillent. Cette alimentation, elle va à l'aliment du bétail pour des gens qui consomment beaucoup de production animale. Et de plus en plus, il y a des aliments qui servent à abreuver nos voitures à travers la fabrication d'agrodiesel. Mais les populations qui se sont spécialisées, trop spécialisées, selon les avantages comparatifs vers les produits tropicaux, tous en concurrence, tous ceux ayant fait un peu ces mêmes spécialisations, sont si nombreux aujourd'hui à produire le café, le cacao, la vanille, etc., que finalement les prix seront descendus au point de rémunérer comme le vivrier, ou même parfois un peu moins, et parfois pour plusieurs années, parce que quand vous avez investi dans des caféiers, des cacaoyers, vous avez investi pour très longtemps, et vous n'allez pas arracher les caféiers et les cacaoyers, même si vous rémunèrent moins que le vivrier. Donc ces orientations n'ont pas toujours été adéquates. Alors voilà, ça c'est un tableau. Le commerce ne deviendra équitable que quand les peuples du Sud auront les droits de se protéger à l'égard de nos excédents de poudre de lait, de poulet bas de gamme. C'est terrible parce qu'on voit bien que les abattoirs en Bretagne sont en train de fermer, mais les poudres de lait, le sucre, les céréales tout venant, les poulets bas de gamme, c'est pas à nous de les exporter et de faire du tort aux pays du Sud, ce serait au peuple du Sud d'essayer de se protéger contre ces importations, faire en sorte que les paysanneries là-bas soient mieux rémunérées, des droits de douane qui pourraient éventuellement aider les États à créer des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre et des emplois pour que les gens qui sont déjà arrivés dans les bidonvilles puissent quand même acheter de quoi manger, même si cette alimentation est plus chère. Mais vous l'avez compris, c'est une décision hautement politique. Alors qu'est-ce qu'on vient faire, nous, avec notre petit commerce qui attire l'attention sur le café, le cacao, la vanille et autres? Eh bien, c'est décisif. C'est décisif, et je reprends... Vous avez vu, l'exemple que j'ai envie de prendre, c'est celui du Laos. Vous avez vu Seng Dao tout à l'heure dans le film qui racontait un peu ça. Mais écoutez, quand des gens là-bas ont la capacité d'exporter chez nous des produits à un prix minimum garanti, donc ça c'est un des fondamentaux de notre commerce équitable, que les prix ne s'effondrent pas en dessous d'un certain seuil, et le seuil calculé de façon à ce que la survie des gens là-bas soit assurée.
quand les gens là-bas bénéficient d'une prime de développement derrière un projet collectif accordé à leur association et parviennent effectivement à commencer à investir dans leur projet, qui peut être à dimension un peu sociale et qui serait souvent à dimension économique. Quand les gens de plus, ça c'est encore mieux, quand ils peuvent bénéficier y compris d'un préfinancement, c'est-à-dire qu'à 2 doigts de la récolte, ils ne sont pas obligés d'acheter leur alimentation auprès d'un commerçant usurier. Quand vous arrivez à les soustraire des fourches codines d'un commerçant usurier, eh bien, écoutez, les expériences du commerce équitable, même si elles portent sur des produits d'exportation à l'heure d'aujourd'hui, sachant que parfois les cultures d'exportation ne viennent pas toujours nécessairement en contradiction avec des cultures vivrières. Dites-moi si ça occupe les mêmes terrains, dites-moi si ça occupe la main-d'œuvre au même moment, mais si tel n'est pas le cas, on peut associer les deux. Et la belle démonstration de tous les efforts que font les organismes du commerce équitable, c'est de démontrer que précisément, quand les agriculteurs ont des prix minimum garantis, quand ils ont une prime de développement, quand ils ont une capacité d'épargne, quand ils sont à peu près assurés et pas sous la fourche codine des commerçants usuriers, quand ils ont cette capacité d'autofinancement en question, écoutez, les effets, c'est évidemment pour les producteurs qui en bénéficient, mais ça va même au-delà. Il y a des évaluations qui ont eu lieu et qui démontrent que là-bas, il y a des effets induits, comme on dit, des effets indirects, que d'autres gens des mêmes villages en bénéficient. Et on voit ici ou là des démarches de progrès très directement liées à ce commerce équitable. Et y compris parfois, alors évidemment il y a les conditions du commerce équitable, qui sont quand même, il faut que ce soit respectueux de l'environnement, ça va souvent vers le bio. Et comprenez qu'un grand nombre des producteurs là-bas comprennent très vite que le militant qui éventuellement achèterait un peu plus cher le produit du commerce équitable ici, il ne l'achètera pas longtemps, ce produit du commerce équitable, si ce n'est pas un bon produit. Donc aussi, dans un très grand nombre de cas, les agriculteurs qui bénéficient du commerce équitable, conscients de ce petit privilège qu'ils ont à avoir accès à ce marché, qui est quand même encore pour l'instant un marché un peu de niche, c'est insuffisant. Il va falloir que ça se développe, c'est évident, c'est bien ça l'idée. Mais sachez que les gens qui ont accès à ça, souvent, la prime de développement, ils le mettent au profit pour justement essayer aussi que le produit soit gourmet, qu'il soit bon, qu'il soit bio. Et vrai, on arrive ici ou là à créer des dynamiques de développement. C'est les gens qui prennent leur affaire en main et grâce à ce commerce équitable sont capables de démontrer que précisément, si les agriculteurs bénéficiaient de prix rémunérateurs, et pourquoi pas aussi pour le vivrier, tout pourrait changer dans le monde. Le fait que nous sommes capables, le fait que vous êtes capables de démontrer par l'action que autre chose est possible, avec quelques conditions qui sont le prix rémunérateur, un prix minimum garanti et des conditions de cette nature-là, vous démontrez que si on changeait les règles du commerce mondial, beaucoup de choses pourraient changer dans le monde. Moins de pauvreté, moins de faim, moins de malnutrition, moins de gens qui migrent vers les bidonvilles, moins de gens qui traversent le désert libyen et la Méditerranée dans les conditions que vous savez. Le discours politique qu'on peut essayer de tenir et qu'il nous faut tenir pour que le commerce mondial un jour devienne plus équitable, le discours politique prend une dimension nettement plus concrète et il devient singulièrement plus fort quand on peut s'appuyer toutes les expériences auxquelles vous avez les uns et les autres participé en participant au commerce équitable. En même temps, il y a souvent une contradiction qui est posée par nombre de contenteurs du commerce équitable, qui est de dire, oui, mais cette agriculture vivrière et paysanne serait-elle capable de nourrir la planète? Autrement dit, est-ce que ce commerce équitable, en portant ces modes d'agriculture, est capable de proposer un système qui va permettre de nourrir l'ensemble de la planète? Oui, alors là c'est le petit cours d'agroécologie, mais en tout cas, sachez que, y compris dans des pays comme le Niger, le Mali, les zones semi-arides, là où la France envoie des troupes, sachez qu'une culture de mil et de sorgho sous un couvert d'acacia albida, le rendement est 2 à 2,5 fois supérieur, sans entrer en chimique aucun. Alors le petit cours, c'est que l'énergie dont nous avons besoin dans notre alimentation, ça vient du soleil, et il n'est pas annoncé de pénurie du soleil avant 1,5 milliard d'années. Si les agriculteurs paysans, en travaillant effectivement, parfois intensément, j'en conviens, sont capables de faire un usage intensif des rayons du soleil pour la photosynthèse et fabriquer de l'énergie alimentaire, vous voyez que je suis pour une agriculture intensive et elle peut très bien être paysanne. Sauf qu'il faut couvrir le sol de végétation au maximum. Et ça, c'est souvent l'agriculture paysanne qui associe justement plusieurs espèces dans un même champ et parvient à faire en sorte que très peu de rayons du soleil tombent à terre et que le maximum de rayons du soleil servent à la photosynthèse.
fabriquer du sucre, fabriquer de l'amidon, fabriquer des lipides, des huiles, les fameux hydrates de carbone, cette énergie alimentaire, où la plante trouve-t-elle le carbone dans le gaz carbonique de l'atmosphère, gaz à effet de serre, dont il faudrait, et ça, l'agriculture peut parfaitement faire un usage intensif de ce gaz carbonique, faire en sorte que la plante prenne le carbone, libère l'oxygène pour nos poumons, et avec le carbone fabrique du sucre, de l'amidon, des lipides, des pailles, et pourquoi pas de l'humus dans les sols. Je suis pour que la plante fasse un usage intensif de ce gaz carbonique. Pour cela, c'est vrai, ça devient un peu compliqué. Il faut qu'elle transpire. C'est par le petit trou par lequel elle transpire qu'elle parvient à capter le gaz carbonique, prendre le carbone, libérer l'oxygène. Il faut qu'elle soit correctement alimentée en eau. L'eau, c'est dans le sol. Il ne faut pas que l'eau ruisselle. Justement, la couverture végétale, plusieurs associations, plusieurs espèces ou variétés associées dans un même champ empêcheront l'eau de ruisseler. L'eau finira par s'infiltrer. Et il faut que le sol soit poreux, pensez aux vers de terre. Il faut que l'eau reste à disposition des racines pour que la plante puisse transpirer plus longtemps et accroître la photosynthèse. Écoutez, il faut de l'humus. C'est l'argile et l'humus qui retient l'eau dans les sols. On peut enrichir un sol en humus. C'est un savant mélange de carbone et d'azote, mais comprenez que ça peut être l'urine d'un animal et la paille d'une litière. Ça s'appelle fabriquer du fumier, ça s'appelle fabriquer de l'humus. L'humus, le fumier, le compost et autres, ça favorise la photosynthèse. Vous voulez des éléments minéraux en profondeur, vous mettez des arbres, les éléments minéraux vont aller chercher le phosphore dans les profondeurs, le mettre dans les feuilles, la feuille morte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Voilà le petit cours agroécologie. C'est précisément l'agriculture la moins industrielle, la plus artisanale, celle où les gens travaillent pour leur propre compte, qui est la plus à même de justement ne pas vouloir exagérément la simplifier, vouloir associer agriculture et élevage, fabriquer le fumier, fabriquer le compost, associer plusieurs plantes, dont des plantes de la famille des légumineuses qui fixeront l'azote de l'air. Il n'y a pas pénurie d'azote dans l'air, il y a 79% d'azote. Avant qu'on arrive à 75%, il vous faudra des siècles. Sauf que l'agriculture dont je suis en train de vous parler là, elle est artisanale. L'agriculture qu'il ne faut pas promouvoir, c'est celle du capitaliste qui va investir du capital avec l'idée de maximiser son taux de profit en comparaison avec l'immobilier, avec des investissements à l'étranger, dans les casinos à Miami Beach ou ailleurs. Parce que là, quand vous investissez du capital, vous préférez employer des machines plutôt que des ouvriers, comme ça vous n'aurez pas besoin de contremaître, et pour amortir au mieux vos gros investissements faits dans les machines, vous allez spécialiser vos systèmes de production vers une monoculture qui vous permettra effectivement d'amortir au plus vite sur les plus vastes surfaces votre gros matériel. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors que l'agriculture paysanne, elle est sans arrêt en train de comparer, même quand elle a la capacité d'investir, elle est sans arrêt en train de s'interroger quels investissements je vais réaliser, combien je vais gagner de mon travail, et la comparaison de l'agriculture paysanne, le critère de gestion, c'est selon les systèmes de production que je choisirai, combien je vais gagner par jour de travail, combien je vais gagner par enfant au travail, en comparaison avec d'éventuels emplois à l'extérieur de l'agriculture. Et tant qu'il n'y a pas d'emploi à l'extérieur de l'agriculture, on est prêt, effectivement, la paysannerie est souvent prête à travailler plus pour gagner plus, excusez-moi, c'est pas besoin de lui rappeler, à faire cette agriculture artisanale, l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables et le plus économe justement de ce que sont les énergies fossiles et les agrotoxiques. À l'inverse de l'agriculture industrielle, quand un propriétaire d'un grand domaine au Brésil découvre qu'on peut, avec du soja transgénique, lutter contre les herbes avec un désherbant total qu'on n'appellera pas Roundup parce que c'est une marque, mais on appellera ça glyphosate, mais c'est quand même bien le même, et ben on remplace les gens qui désherbaient par du désherbant. Et les gens qui désherbaient sont dans les bidonvilles. Ça s'appelle créer du chômage, de la pauvreté et de la faim. Je n'ai jamais vu un père de famille, dans une agriculture familiale, dans une agriculture paysanne, dire à ses enfants, écoutez, je vais accroître ma productivité du travail, j'achète un tracteur, comme ça vous serez au chômage. Donc, excusez-moi, c'est bien le raisonnement de l'agriculture paysanne, de gens qui travaillent pour leur propre compte, ancrés dans leur pays, qui est le plus conforme à l'intérêt général et régule éventuellement l'exode rural en fonction des réelles opportunités de travail en ville, mais elle n'expulse pas d'emblée les gens dans des bidonvilles s'il n'y a pas d'emploi dans ces régions-là. Donc il faut promouvoir l'agriculture paysanne, il faut que le commerce équitable achète des produits issus de l'agriculture paysanne.